Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, la justice guinéenne décide enfin de tenir le procès des tueries du 28 septembre 2009. Pour le moment, aucune date n'a encore été fixée, mais on sait que les audiences se tiendront à Conakry, au cinéma Liberté, qui va être aménagé pour la circonstance. La FSPE semble avoir assez de ronger ses freins. Elle estime que le gouvernement guinéen est insensible à la crise dans le secteur de l'éducation. Elle entend organiser une marche pacifique samedi 27 octobre prochain pour dénoncer cette attitude. En RDC, des rappeurs s'insurgent contre la politisation de la parole, un conflit générationnel en effet contre les fossiles de la rumba, la musique populaire congolaise dont les paroles ont littéralement perdu leur valeur. L'exécutif guinéen a tenu ce jeudi sa session ordinaire du Conseil des ministres sous l'autorité du chef de l'État, Alpha Condé. Au cours de cet exercice, le Premier ministre a présenté le compte-rendu du Conseil interministériel du 26 octobre. Il a aussi été question de la définition des stratégies d'exécution du budget de l'État en 2019. Idrissa Bari pour le compte-rendu de cette session. Une seule communication a marqué le Conseil des ministres de ce jeudi 18 octobre, présidé par le chef de l'État. Le Conseil a entendu le ministre du Budget qui, dans sa communication, a mis l'accent sur les principales dispositions du projet de loi de finances initiale 2019 qui s'articule autour de 2 points essentiels. Il s'agit d'une part du contexte, des hypothèses et les objectifs de la politique budgétaire 2019 et d'autre part les chiffres et les ratios caractéristiques de ce projet de loi de finances. La mise en œuvre des réformes relatives à la transparence budgétaire, la mobilisation et la sécurisation des recettes publiques, la rationalisation des dépenses et la priorisation des secteurs porteurs de croissance, ainsi que des secteurs sociaux dans les interventions publiques. Le ministre a confirmé que les projections budgétaires 2019 sont établies sur les hypothèses réalistes suivantes. Un taux de croissance du produit intérieur brut de 5,9%, un taux d'inflation en moyenne annuelle de 8%, un taux de change de 9 824 francs guinéens pour $1 US et un taux de pression fiscale de 13,7% du produit intérieur brut. Au cours de cette communication, le ministre du Budget a indiqué que l'élaboration du projet de budget a pris en compte les contraintes liées à la préservation des équilibres macroéconomiques tels que négociés avec le Fonds monétaire international, mais aussi les recommandations du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale avec les forces vives de la nation. Durant les débats, des observations ont été portées sur la communication du ministre. La priorisation des projets inscrits au PNDES, la prise en compte des contreparties financières dans les projets financés par les partenaires de développement, ainsi que la réaffirmation de la priorité accordée au ministère à dimension sociale ainsi qu'au département régalien. Des dispositions et des mesures pertinentes ont été envisagées pour qualifier la gestion budgétaire, rationaliser les dépenses publiques, promouvoir les recettes fiscales, parafiscales et administratives dans le but d'augmenter les revenus publics tout en réduisant le train de vie de l'État. Dans ce projet de loi de finances 2019, une ligne budgétaire de 50 milliards de francs guinéens a été ouverte pour le financement du procès du 28 septembre 2009. Je vous le disais à l'instant, les victimes l'attendaient comme mars sans carême. Le procès du massacre du 28 septembre 2009 se tiendra dans la ville de Conakry au cinéma Liberté. Le comité de pilotage n'a pas encore fixé de date, mais le budget prévisionnel est fixé à plus de 78 milliards de francs guinéens. Alseni Bari et Aboubakar Din Kamara signent ce compte-rendu. C'est au cinéma Liberté que se tiendra le procès du massacre du 28 septembre 2009, lieu stratégique situé à l'entrée de la ville de Kaloum, qui pourra, selon le comité de pilotage du procès, accueillir le maximum de monde, une sécurité plus facile à assurer et une logistique plus aisée à dérouler. La grande salle de cinéma va être transformée en salle d'audience, donc aménagée. Vous savez qu'il y a des salles
subséquentes tout autour, il y a aussi un jardin. Parce qu'il faut tenir compte des questions de sécurité. Il y avait un représentant de l'état-major de la gendarmerie et du ministère de la Sécurité. Donc en matière de sécurité, c'est très important parce qu'il faut assurer la sécurité et des victimes. Vous voyez, je commence par les victimes, les témoins et les accusés, et les magistrats et les greffiers, et la presse. Le budget provisionnel de ce procès tant attendu par les associations des victimes est fixé à 78 milliards 87 millions 711 600 francs guinéens. La Guinée doit prendre en charge 77% du budget, 17% par les États-Unis et l'Union européenne, 5,8%. C'est les deux partenaires qui se sont annoncés de façon claire. Les Américains ont les fonds qui sont isolés chez eux. Les Européens ont les fonds également. Ils peuvent le donner à tout moment. Il y a d'autres partenaires qui se sont prononcés, effectivement. On attend toujours les Nations Unies. C'est-à-dire soit le PNUD, soit le Bureau des Nations Unies contre les violences sexuelles à New York, d'autres partenaires. Donc on verra bien. Certains étaient là ce matin et ils disent que bon, ils vont intervenir. Pour l'instant, aucun fonds n'est disponible. Ce budget prévisionnel a été déposé à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. La date du procès, quant à elle, n'est pas connue pour le moment. Le ministre de la Justice s'est également prononcé sur la situation de Toumba Diakité, l'un des auteurs présumés du massacre, incarcéré à la maison centrale. Maître Cheikh Sako a fustigé le comportement des avocats du prévenu sur les allégations de mauvaises conditions de détention et sur son état de santé précaire. Il indique qu'un budget est débloqué chaque mois pour l'entretien de l'ancien aide-de-camp du capitaine Moussa Dadis Camara. Maître Cheikh Sako est au micro de Alseni Bari et de Aboubakar Din Camara. On est en contact avec M. Toumba Diakité, qui est un accusé dans ce dossier. Le directeur de l'administration pénitentiaire le rend visite quotidiennement, le régisseur également. J'ai dépêché le directeur de l'hôpital Niasdine, que je remercie ici, Dr Ouada, qu'on a mobilisé à tout moment, non seulement pour d'autres personnes en séjour à la maison centrale, mais surtout pour Toumba. Monsieur Toumba est bien traité à la maison centrale. J'ai décidé un petit budget tous les mois qui est donné au régisseur pour la nourriture de Toumba, pour ses soins médicaux. Donc vous voyez, quand on entend les choses dans la cité, vous journalistes faites extrêmement attention, écoutez les choses, vérifiez simplement vos sources et tout. Toumba nous écrit de temps en temps, hein. Il y a encore un mois, j'ai reçu un courrier où il me remerciait. Je dis non, tu n'as pas à me remercier, moi je suis ministre de la Justice, donc je dois conduire un procès jusqu'au bout. Et voilà. A noter également que Maître Cheikh Sako a indiqué de façon ferme que Toumba Diakité ne sera pas évacué pour des soins sanitaires et aucun journaliste n'est autorisé à lui rendre visite. Parlons justice toujours. Le procès des habitants du secteur Kapuru-Ray au tribunal de première instance de Dixine est renvoyé au 2 novembre prochain. Ce renvoi est dû à l'absence de l'agent judiciaire de l'État dans la salle de l'audience. Les explications de Malik Sangiana Kamara et de Lamine Silla. Les habitants de Kapuru-Ray dans la commune de Ratoma sont sommés par l'État de déguerpir les lieux. L'État estime que le domaine a été illégalement occupé. Par ailleurs, des personnes qui y sont se disent détentrices de tous les documents légaux. L'affaire se retrouve donc au tribunal de Dixine afin de dire le droit. Pour l'avocat de ces collectifs, c'est inadmissible ce que ces citoyens sont en train de vivre. Comment comprendre que des citoyens qui ont été recasés pour des causes d'utilité publique, qui ont vu leur zone lotie, aménagée, éclairée, nantie en eau, avec la délivrance de documents officiels, expulsés sans formalisme, sans indemnisation préalable et au mépris même des règles de procédure. Alors que les personnes concernées dans cette affaire attendaient impatiemment un débat de fond pour situer chacun sur son sort, l'agent judiciaire de l'État a brillé par son absence. Aujourd'hui encore, nous constatons l'absence de l'agent judiciaire de l'État
dans cette confrontation qui nous a obligés à initier contre lui. Il s'est plutôt fait substituer par un avocat dont la tâche était simplement de demander le renvoi à quinzaine pour l'examen des pièces que nous avons produites à l'appui de nos prétentions. Donc l'affaire est renvoyée pour l'audience du 2 novembre. L'avocat du collectif des victimes de Kapororaï se dit prêt à démontrer toutes les preuves en faveur de ses clients pour que la vérité soit dite dans cette affaire.